Il est temps pour tout. Il est temps pour la lutte. Il est temps pour la mémoire. Il est temps pour le recueillement. Et ce n'est pas par hasard que notre université porte le nom du 20 août 1955, date à laquelle notre Constantinois a connu spécialement la ville appelée autrefois Philippeville et aujourd'hui Sika, a connu le déclenchement d'une lutte armée fondamentale et qui devait déferler par la suite sur le pays tout entier. Le Nord constantinois donc connu le réveil de cette lutte sous la direction d'un chef emblématique, Zérouk Youssef, qui mérite d'être célébré et honoré comme le furent l'ensemble des Chouhada. Le 20 août 1955, 9 mois après le 1er novembre 1954, la révolte se déclenche dans l'ancienne ville. Elle se déclenche de telle façon que les troupes armées de Zérouk Youssef déferlent sur la ville, sont aussitôt prises en charge, ou plus exactement prises en compte par l'armée française. Je passe assez rapidement sur la répression qui fut aussi bien à Philippeville que dans les mines de la Loi absolument catastrophique, absolument violente, au tel point que le général Ossarès, qui dirigeait la répression dans cette partie du pays, s'est trouvé dire à un sergent qui ramenait les prisonniers de la Loi arrêtés dans le cadre des mines et des incidents qui avaient surgi à l'époque, dit à ce sergent: on t'avait dit de les descendre. Et le sergent a compris qu'il fallait les descendre au camion jusqu'à la ville. Et c'est là que lui, avant d'exécuter tous les prisonniers, car à l'époque, et dans cette région, il n'y eut pas de prisonniers, il n'y eut que des cadavres. Ça, c'est le 20 août 1955. C'est le souvenir de Zérouk Youssef, qui fut arrêté, alors c'est celui-là plutôt, qui fut arrêté une année après, et dont le corps récupéré après une embuscade qui lui coûta la vie, repose à quelques kilomètres d'ici. Chouhada parmi les Chouhada, chef glorieux de la résistance algérienne et de la lutte pour l'indépendance. Ma communication porte un titre qui est trop ambitieux, car il n'est pas possible, dans le cadre d'un colloque et d'une intervention, de se référer à la fois à la lutte pour l'indépendance et aux méfaits de la colonisation. Je me contenterai par conséquent d'insister sur deux événements qui me paraissent avoir une importance très capitale. D'une part, le juin 45, à Sétif également, c'est le début, c'est 10 ans presque avant le 1er novembre. Et d'autre part, l'horrible répression qui s'est étendue sur le sol même de Paris le 17 octobre 1961, alors que
manifestation dont je parlerai tout à l'heure, les corps des Algériens flottaient sur la Seine. Ceci, c'est la fin, puisque les accords d'Évian vont intervenir quelques semaines plus tard. Commençons donc par le commencement. Le 10 mai 1945 à Sétif, alors que c'est le jour même où est célébrée la victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe, un cortège se forme. Et les amis du manifeste ont obtenu de la part des autorités préfectorales la permission de défiler. À leur tête se trouve un jeune scout, Smaïl Bouzid, et il est porteur du drapeau algérien. Cela met le feu au poudre. La troupe tire, le jeune scout s'effondre. C'est le premier mort, non pas de la colonisation, mais de la guerre d'Algérie. Les paysans des alentours, qui étaient à Sétif, puisque c'était un jour de marché, se révoltent contre cet acte inqualifiable et des exactions furent commises. La répression n'a pas attendu de se faire sentir. Un vaisseau, le Duguay-Trouin, qui se mit à tirer sur la côte. Les avions déversèrent leur bombe sur le territoire. Et la troupe fit le reste. Par conséquent, répression abominable, non seulement à Sétif, non seulement à Guelma, mais dans tout le territoire avoisinant. Et répression sauvage, avec les corps projetés dans les gorges voisines. Le général Duval, qui dirigeait cette répression, a évalué le nombre des morts algériens à 5 000. Le général Tubert, qui fut chargé postérieurement d'une enquête, alla jusqu'à 15 000. Quant aux représentants des autorités diplomatiques des États-Unis, il dit que le nombre de morts s'évalue entre 40 et 45 000. Fier de ce qu'il avait fait, le général Duval a déclaré « Je vous ai donné, dit-il aux autorités de l'État, je vous ai donné 10 ans de paix. Mais méfiez-vous, ce n'est pas pour autant que les choses sont terminées. Elles ne l'étaient pas en effet. » Et il a été assez astucieux, si j'ose dire, dans ce chiffre de 10 années. 8 mai 45, 1er novembre 1954, cela fait 2 ans et demi. Et ce fut le début d'une lutte que vous connaissez par cœur et qui fut finalement victorieuse. L'indépendance était acquise. L'importance du mai 45, c'est pas seulement le réveil des consciences et l'ampleur de la répression, mais ce fut avant tout un coup de pouce, si j'ose dire, qui a été donné à l'aspiration du peuple tout entier vers l'indépendance. C'est dans la perspective du 8 mai 45 que fut ensuite constituée l'organisation secrète, l'OS, et finalement, 9 ans plus tard, l'appel du 1er novembre 54. Ceci, je l'ai dit, c'était le début. Et je veux maintenant m'orienter sur la fin. La fin, c'est-à-dire quelques semaines avant les accords d'Évian, le préfet Papon, qui était préfet de police à Paris et qui s'était sous l'occupation tristement exprimé, prend un décret qui, en ce qui concerne ce qu'on appelait à l'époque les Français musulmans, entendez les Algériens, interdit toute réunion publique, toute réunion de plus de 3 personnes après 20 heures et institue un couvre-feu à 20 heures tous les soirs. Couvre-feu qui avait en fait pour but, sinon avoué, en tout cas parfaitement perceptible, d'empêcher
les Algériens de se réunir à des fins politiques, puisque dans la journée ils travaillaient à leurs professions diverses, et que le soir était le seul moment où ils pouvaient avoir des réunions politiques, pouvaient discuter entre eux et prendre des décisions. La Fédération française du FLN se mobilise immédiatement contre cet acte discriminatoire et honteux. Et le 17 octobre, dans toute la capitale, à l'ouest, au sud, à l'est, au nord, les Algériens défilent. C'est une manifestation totalement pacifique. Il avait été prévu par les organisateurs que personne ne serait porteur d'une arme. Et cette consigne fut scrupuleusement respectée. Les gens défilèrent, main nue, en tenant les mains au-dessus de leur tête, pour bien montrer qu'ils n'étaient pas agressifs, et souvent avec leurs femmes et leurs enfants. Or, la répression fut sans aucune pitié. Les Algériens furent arrêtés, recueillis, si j'ose dire, dans la cour de la préfecture de police, tués, torturés, massacrés. Et le lendemain, 18 octobre et les jours qui suivirent, on vit dans la Seine flotter les cadavres des manifestants. Tel fut le 17 octobre 1961, ultime sursaut de la France colonisatrice contre l'Algérie qui allait être indépendante. Quelques années après la guerre et après l'amnistie générale qui, en principe, éteignait toute espèce de conflit, quels que soient les auteurs des exactions de l'un côté comme de l'autre, un certain nombre d'Algériens, au nombre de 15, défendus par un collectif d'avocats auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, se levaient contre la manifestation du 17 octobre 1961 dans ses conséquences et demandaient aux tribunaux de reconnaître qu'il s'agissait là d'un crime contre l'humanité. Les éléments constitutifs du crime contre l'humanité étaient en effet réunis, puisqu'il s'agissait d'une répression sanglante dirigée contre des manifestants ayant la même origine ethnique et religieuse et nationale, et que d'autre part, ces manifestants s'élevaient contre le pouvoir établi. Il n'y avait par conséquent tous les éléments nécessaires. Et cependant, nous n'avons pas abouti, malgré une lutte acharnée. Le juge d'instruction nous renvoya à défendre la poursuite en refusant d'informer. La Cour d'appel de Paris confirma cette décision, ainsi que la Cour de cassation. Alors, sur quel motif? Non pas sur des éléments de fait justifiant la répression qui avait eu lieu, mais sur des éléments de droit. Les décisions s'appuyaient sur le fait que le crime contre l'humanité, qui est seul imprescriptible, c'est-à-dire qui peut être élevé à n'importe quel moment sans être éteint par le nombre d'années passées, se rattachait à la jurisprudence internationale des tribunaux de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Et que, comme il n'y avait pas eu d'extension des éléments constitutifs à d'autres circonstances, il ne pouvait s'appliquer qu'aux crimes commis pendant la guerre mondiale. Crimes commis par les puissances de l'Axe, Allemagne au Japon, et leurs complices. Et c'était en tant que complice des puissances de l'Axe que Papon avait déjà été condamné. Alors, lorsque l'on réfléchit à cette législation, qui n'a été étendue d'une façon universelle
qu'au moment de la réforme du Code pénal de 1994, on pense, et ça paraît évident à la réflexion, que si on a limité l'application des crimes contre l'humanité à la seule Seconde Guerre mondiale, c'est que la France avait tout intérêt à ne pas étendre son champ d'extension et ne pas étendre de façon à ce que les crimes du colonialisme ne puissent être poursuivis. Nous avons donc échoué. Nous avons échoué sur le plan juridictionnel, mais nous n'avons pas échoué sur le plan de l'opinion publique. Car c'est précisément au moment où nous étions renvoyés du fin de la poursuite que 12 intellectuels, petite collectivité auxquelles j'ai eu l'honneur d'appartenir, saisirent les hautes autorités de l'État en disant « c'est à vous de reconnaître les exactions commises et notamment l'existence de la torture, existence systématique. » Auprès des hautes autorités de l'État, bien entendu, il n'y a pas eu de réponse positive. Mais d'une façon très curieuse, on peut appeler ça peut-être le retour de refoulé, on peut l'appeler peut-être la recherche de la vérité. Je ne sais pas quelle est l'intervention, quelle est l'interprétation correcte. Mais ce qui est certain, c'est que du point de vue de l'opinion publique française, il est évident que l'appel des 12 a fait boule de neige et que toute une prise en de conscience sur le caractère systématique de la torture gagna alors l'ensemble des intellectuels et également toute une partie de l'opinion publique française, notamment de gauche. Et à cette époque-là, de nombreux meetings, de nombreuses réunions furent organisées autour de ce problème. Et la véritable nature de la guerre d'Algérie est enfin apparue, non seulement aux Algériens qui la connaissaient, mais également à l'opinion publique française. Ce qui veut dire que même lorsque le crime est impuni, il n'est pas pour autant oublié. Après cela, il y eut le souvenir du 17 octobre, le souvenir de bonnes exactions commises, le souvenir du martyre de la colonisation depuis son origine infligée au peuple algérien, mais il reste le devoir de mémoire et il reste l'indépendance qui a été chèrement conquise